NFT Business, c'est le podcast qui parle de tout l'écosystème Web3. Nous abordons des sujets comme la finance décentralisée, les métaverses, les NFT, la tokenisation, la blockchain évidemment. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler des enjeux du Bitcoin. Nous enregistrons ce podcast car la connaissance est le nouvel or et la connaissance qui n'est pas partagée, c'est de l'or qui se transforme en plomb. Je suis Claudia Lema et je présente ce podcast avec Benjamin Boutenspark. Oui, aujourd'hui nous recevons Alexandre Stachenko, qui est cofondateur de Blockchain Partner d'abord, mais aussi directeur de blockchain et crypto chez KPMG France, le grand KPMG France. Alexandre, tu es aussi cofondateur et board member de l'ADAN, qui est l'association des actifs numériques, en fait, donc cette grande association française qui milite pour justement l'implication plus forte de tous les acteurs dans l'écosystème crypto. Tu es un pionnier, tu es tombé dans la blockchain en 2015. Et puis tu donnes beaucoup de conférences. C'est comme ça que le grand public t'a découvert. En tout cas, nous, on t'a aussi découvert comme ça, des conférences qu'on le retrouve sur YouTube très facilement. Et tu es ici parce que tu vas pouvoir nous éclairer sur la façon dont tu navigues, toi, entre deux grandes sphères, la sphère du Web3, qui nous intéresse, la sphère des cryptos, de la blockchain, et tu navigues dans la sphère des grandes entreprises, y compris le CAC 40, les institutions, les banques, etc. Et donc tu fais le lien entre ces deux univers, et donc ça doit être passionnant de t'écouter, comprendre, nous expliquer ce que tu ressens des deux sphères, et comment les deux sphères interagissent entre elles aussi. Bonjour Alexandre, merci d'être là. Bonjour, merci pour l'invitation. Voilà, Alexandre, nous, on a tout écouté, tout regardé, on connaît tout par cœur. On est des bons élèves, mais je ne suis pas sûre que nos éditeurs soient bons élèves comme nous. Il faut qu'ils fassent leur devoir alors. Voilà, alors ils font leur devoir, ils écoutent NFT Business, c'est la meilleure chaîne, on va dire. Mais je voudrais qu'ils comprennent ce que tu fais exactement chez KPMG. Yes, alors donc moi effectivement pour comprendre, il faut comprendre l'historique sur Blockchain Partner. Donc Blockchain Partner, c'est une entreprise que j'ai fondée en 2015 qui au départ faisait surtout de la formation, même du média. On a commencé par un site internet sur lequel on faisait des articles, puis de la formation, puis du conseil, et on a fusionné avec une autre entreprise où il y avait des ingénieurs dont certains sont bien connus de la communauté, avec qui on a fait donc Blockchain Partner, et donc on avait un cabinet de conseil qui était vraiment de A à Z. On était capable de faire la formation jusqu'au développement technique auprès majoritairement plutôt de grands comptes effectivement, mais on n'était pas sur l'aspect investissement, on était sur l'aspect plutôt les enjeux, faire des expérimentations, tester des choses, et donc typiquement par exemple notre premier client historique, et c'est resté pendant longtemps notre premier client en termes de chiffre d'affaires, ça a été la Banque de France, mais après on a travaillé beaucoup avec certaines banques, des assureurs, et puis des acteurs plus intermédiaires ou des gens qui voulaient faire des levées de fonds en crypto, à qui on disait souvent de ne pas en faire, mais c'est un autre sujet. Bref, tout ça pour dire que en 2021, en fait, l'équipe Blockchain Partner a rejoint KPMG. Donc on est devenu d'une certaine façon la business unit crypto de KPMG France. Et donc à ce titre-là, maintenant effectivement mon titre officiel c'est directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Et donc ça me permet de faire le pont entre les activités normales, j'allais dire, de KPMG et de développer le business crypto sur des nouveaux clients. Donc là aujourd'hui, si on regarde nos activités, en gros il y en a 4 si j'essaye de les résumer un petit peu. La première, c'est plutôt à destination des acteurs financiers, acteurs bancaires, et ça va se positionner plutôt au niveau de la stratégie. Donc ça va être faire des études de marché, des benchmarks concurrentiels, voilà, qu'est-ce que fait mon concurrent, qu'est-ce qui se passe à l'étranger, est-ce qu'il y a des clients qui veulent un service, si oui, quel service, comment on le déploie, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, est-ce que je dois contacter tel et tel acteur, est-ce que je dois faire des partenariats, est-ce que je dois faire la custodie moi-même, enfin toutes ces questions-là sur lesquelles on va les accompagner pour se poser les bonnes questions, et puis pour éviter typiquement en ce moment avec ce qui se passe autour de FTX, d'éviter de choisir des mauvais partenaires qui pourraient les mettre dans la panade. Donc ça c'est le premier axe, c'est sur le secteur financier, et c'est surtout à l'heure actuelle de la stratégie. Évidemment derrière, s'il faut développer des produits, on rentrera dans plus de la conduite de projet, de l'opérationnel, mais pour l'instant c'est surtout de la stratégie. Le deuxième axe, c'est plutôt sur des entreprises non financières, mais plutôt grand compte évidemment, puisque KPMG travaille surtout avec les grands comptes, donc on est au niveau CAC 40, éventuellement ETI, etc. Et là c'est plutôt, on s'adresse aux directions financières.
Pourquoi ? Parce que en fait, au fur et à mesure que la crypto se répand, donc l'adoption, les gens en ont, ils demandent des NFT, il y a de l'art, etc. Machin. En fait, les conséquences directes, c'est que les entreprises veulent s'adapter aussi, et donc elles vont commencer à proposer des services, des produits. On a tous vu les initiatives de NFT, qui fait un métaverse, qui fait un NFT, achète une parcelle, sort un point de fidélité, fait un truc, etc. Ce que personne ne voit, c'est que la conséquence directe de ça, c'est que tout ça sont des cryptos. Et donc du coup, à un moment donné, la direction financière, elle rentre mécaniquement dans la boucle. D'ailleurs, qu'elle le veuille ou non, j'allais dire d'une certaine façon, parce que son job, c'est de faire en sorte que tout se passe bien. Et nous, en tant que KPMG, en fait, on est particulièrement pertinent pour répondre à ce besoin, parce que à la fois, nous, on a la compétence, la business unit crypto, pour répondre à toutes les problématiques nouvelles qu'ils ne connaissent pas, typiquement la custody, la conservation, c'est quelque chose qu'ils ne font pas, puisque dans le système financier traditionnel, la conservation, disons que être trésorier, c'est gérer une relation bancaire, en réalité, c'est pas vraiment gérer des coffres-forts, et là, ils doivent potentiellement se réinventer, gérer les coffres-forts, mettre en place des systèmes de gouvernance, de révocation d'accès, etc. Et de sécurité. Et de sécurité. Et donc là, nous, c'est pour ça qu'on est très pertinent, c'est qu'on a l'aspect crypto où on connaît, on sait, et on a l'aspect KPMG, c'est aussi l'expertise comptable, donc c'est comment je comptabilise ça dans mon bilan, c'est du commissariat aux comptes, c'est du taxe, donc de la fiscalité, c'est des avocats, et donc on est capable de fournir des prestations assez exhaustives, y compris aussi sur la cybersécurité. KPMG France, c'est 10 000 personnes, il y en a à peu près 1000 qui travaillent sur des sujets tech, donc, ce que les gens ne savent pas trop, parce que KPMG France, ça fait très... c'est aussi d'ailleurs le premier commissaire aux comptes en termes de répartition sur le territoire, il y a 220 bureaux, ce qui est assez énorme, c'est beaucoup plus que de régions par exemple, donc c'est très granulaire, mais c'est aussi 1000 personnes qui travaillent dans la tech. Donc dans la tech, il y a aussi de la cybersécurité, qui sont des sujets hyper importants dans la crypto évidemment, puisque l'enjeu, si on prend un peu de recul pour les entreprises qui vont se mettre de plus en plus à faire de la conservation de crypto, c'est que aujourd'hui, beaucoup d'émotions autour des data leaks. Demain, c'est pas des data qui vont partir, c'est potentiellement vous allez vous faire hacker votre trésorerie, et non pas le compte en banque qui lui évidemment est géré par une banque. Donc ça, c'est les enjeux qu'on essaie de traiter plutôt sur les directions financières. Le troisième chose qu'on fait, c'est du risque. Parce que évidemment dans ce milieu-là il y a du risque, et donc le risque c'est pas mal en soi, par contre il faut savoir le gérer, il faut savoir le contrôler, il faut connaître les risques qu'on prend. Il faut le mesurer. Et donc c'est les risques, c'est quoi ? C'est les risques cyber, on les a déjà dit, c'est les risques de conformité, les risques légaux, les risques aussi d'image. Voilà, est-ce qu'il faut faire ce projet ? Peut-être qu'en ce moment c'est pas la bonne période de sortir tel ou tel projet, donc il y a des vrais risques. Et donc ça, c'est majoritairement plutôt des acteurs financiers, parce qu'ils sont dans leur ADN construits pour penser via les risques à un certain nombre de choses. Donc c'est important de pouvoir leur dire, par exemple, voilà, stablecoin, ça veut rien dire. L'USDC, l'USDT, le BUSD, le DAI, le machin, sur lequel vous êtes prêt à prendre le risque. Pour ça, il faut analyser l'USDC, il est aux États-Unis, il est régulé, il est audité. Voilà, le DAI, c'est décentralisé, le machin. L'UST, n'y touchez pas, pour reprendre le mot de la Banque de France. Il y a deux types d'algorithmes. En gros, l'algorithme qui est backé par des dollars, des vrais dollars qui sont mis dans un coffre, ou un stablecoin algorithmique. Ou cash equivalent, pour le premier, en règle générale. Oui. C'est justement, ça fait partie de l'audit, c'est que dans le type de stablecoin, je ne veux pas trop rentrer parce que je vais revenir à ma classification, peut-être on rentrera dans les détails après, mais dans les stablecoins, effectivement, aujourd'hui, ceux qui sont à un risque suffisant pour des institutions financières, c'est effectivement, il faut à minima qu'on ait une garantie très forte sur les réserves, que ce soit pas en fait des choses qui valent quelque chose en dollars, mais des dollars ou des cash equivalent, et donc effectivement ça élimine les 80% des candidats à ça. Donc ça, c'est sur le sujet risque. Et en 4, c'est plus de l'innovation, donc là ça va être typiquement avec plutôt les directions d'innovation, les directions métiers. Voilà, vous avez un projet de NFT, pourquoi, comment, avec qui, c'est quoi l'objectif de votre projet, est-ce qu'il faut vraiment sortir votre projet, est-ce qu'il n'est pas un peu précipité, sont des choses qu'on essaye de faire, de cadrer, et là c'est un peu avec tout le monde, parce que tout le monde peut avoir envie d'utiliser des technologies pour innover, pour proposer un nouveau service aux clients, et donc là on les accompagne plutôt là-dessus, effectivement. C'est hyper complet. Tout à fait, on essaye autant que faire se peut. Après, KPMG France, c'est 10 000 personnes, on a de quoi faire des choses complètes. Et qu'est-ce qui se passe là après ce crash FTX ? Est-ce que vous ressentez les secousses en interne ? Je vais peut-être en décevoir certains, pas tant que ça. Alors, on les ressent parce que, évidemment, il y a des impacts beaucoup plus importants, j'allais dire, en dehors de notre business, c'est-à-dire en impact indirect, évidemment, d'un point de vue image. C'est pas très bon pour le secteur de la crypto, évidemment. Perte de confiance énorme. Donc, il y a un sujet de confiance qui peut dissuader des gens de se lancer, ralentir l'adoption, nous faire revenir en arrière sur les poncifs X, Y et Z. Donc ça, c'est plutôt néfaste. Mais dans la réalité, sur le positionnement de KPMG, ça a plutôt tendance à valider
à peu près tout ce qu'on disait, et le positionnement historique d'un KPMG, c'est-à-dire voilà, les sujets actuels, c'est les preuves de réserve auditeur, c'est se faire réguler, compliance, risque, c'est ne pas aller sur des acteurs qu'on connaît pas. Et moi, je n'ai pas un seul client qui a perdu de l'argent là-dedans parce qu'on n'a jamais recommandé ce genre de plateforme. Voilà, donc c'est pour ça que je dis ça valide un peu notre narratif quand même. Oui, d'autant que FTX donc n'avait pas d'agrément en France, le fameux agrément PSAN, la PSAN. Donc vraiment, il fallait se renseigner. En plus, on apprend que finalement, c'était une société qui avait à peine 2 ans d'existence. Peut-être que tu peux replanter le décor pour nos auditeurs qui n'ont peut-être pas suivi. En 2 mots, on va pas dans le détail. Il y a FTX, une société donc détenue par Sam Bankman-Fried, SBF pour les intimes, et Alameda Research qui était non pas une plateforme d'échange, donc FTX est une plateforme d'échange, Alameda Research est un fonds d'investissement. Globalement, pour la faire très courte, Alameda Research s'est mis à partir de 2020 à être complètement dégène, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire à prendre des risques non calculés, non mesurés, unidirectionnels, sans contrôle des risques, sans stop loss, sans rien. Bon, évidemment, arrive Terra Luna, ce qui se passe pas très bien pour Alameda Research, qui au lieu de faire faillite, puisque c'est le même détenteur, SBF dans les 2 cas, SBF semblerait-il, encore une fois on va prendre le conditionnel, la justice ne s'est pas prononcée, mais semblerait-il, aurait tout simplement choisi de pomper dans les actifs des clients de FTX pour combler ce trou. Et comment il aurait fait? Alors il y a 2 choses, c'est Alameda Research, comment ils font pour prendre des effets de levier, des positions délirantes, etc. C'est qu'ils auraient en fait joué sur des valorisations délirantes de jetons un peu débiles, pour pas dire autre chose, sur l'écosystème notamment Solana, parce que en fait typiquement si vous faites imaginez que vous achetez 100 jetons à 1 euro, votre investissement il vaut 100 a priori, mais si il n'y a que 1000 jetons en circulation et que sur la plateforme FTX vous pouvez en acheter qu'un seul, il suffit d'un trade à 100 euros pour avoir multiplié par 100 vos 100 euros. Donc en fait, avec juste 100 euros de dépensés, vous venez de passer de 100 à 10 000 euros. Donc c'est avec ce genre de mécanisme qu'ils gonflaient artificiellement la valeur de leur capital, et en fait avec ce capital, ils le déposaient en collatéral pour faire des leviers complètement délirants. Et en fait, évidemment, quand ça a été révélé que le bilan de FTX était en fait largement illiquide et fictif, en fait, il n'y avait pas du tout de Bitcoin, il n'y avait pas du tout de dollars, il y avait que des shitcoins un peu bizarres, en fait, le bank run a suffi à terminer le principe du château de cartes. On monte et on enlève la carte en dessous. Donc c'est important à dire que c'est une affaire de fraude. C'est pas une affaire de crypto. Le Bitcoin continue de tourner, il n'y a pas de problème. Ethereum continue de tourner, il n'y a pas de problème. Il n'a pas tellement bougé d'ailleurs. Voilà, il a perdu quand même 15-20%, mais c'est plus pour une affaire d'image, ça. Mais dans la réalité, ça tourne. C'est ce qu'on appelle les fondamentaux de la crypto-monnaie, ne bougent pas. Qui sont les seules choses qui m'intéressent pour le coup. Mais donc effectivement, eux n'ont pas vraiment bougé. Et on a encore battu un record de sécurité sur le hash rate récemment. Ok, mais donc ça remet en cause plusieurs choses, donc le principe de la centralisation et de la décentralisation et le ciment de tout ça qui est la confiance, parce que le château de cartes il s'est écroulé quand il y a eu un déficit de confiance, quand CZ a dit je retire, et que dans son tweet il a associé le Terra Luna FTX dans la même phrase. Les gens ont paniqué, l'écosystème a paniqué. Non, mais il semblerait que ce soit à raison. Donc je suis pas persuadé effectivement que dans un écosystème de la finance traditionnelle ce soit complètement légal que de provoquer un bank run chez un concurrent. Et effectivement, maintenant ça ne justifie pas de mettre au même pied d'égalité quelqu'un qui a fraudé en prenant l'argent de ses clients, en tout cas il semblerait que, versus quelqu'un qui dit en fait j'ai pas confiance dans ce truc là donc je le vends. Non mais il y a quelque chose sur le bank run. Rappelons que le bank run c'est tous les épargnants qui vont en même temps retirer leur argent. Avant, j'avais entendu ça effectivement, avant dans les banques, avec les banques traditionnelles, retirer son argent, il faut quand même souvent aller au distributeur de billets. C'est ce qu'avaient fait les Chypriotes à la crise financière de 2008. Tu peux pas retirer 50 000 euros si tu vas au Crédit Agricole où on habite à Saint-Ambrois, tu dis je veux retourner 5 000 euros, la fille elle fait un arrêt cardiaque. Mais justement, donc les gens demandent leur cash, mais il faut des jours, voire des semaines pour que des milliers de déposants aillent retirer leur argent. Alors que dans le monde de la crypto, en un claquement de doigts, des milliers de gens réclament leurs actifs. Alors dans le monde financier, on peut fuir une plateforme rapidement aussi, parce qu'on peut le faire via voie numérique. Mais par contre, le retirer au sens posséder sur un portefeuille personnel, c'est impossible. Parce que techniquement, c'est impossible, c'est ce qu'apporte la crypto, c'est la possibilité de le faire. Donc effectivement, là, dans la crypto, c'est très différent parce que c'est très facile de faire un bank run, en fait. Donc c'est très facile. Et c'est une grande nouveauté pour tous ces acteurs-là. Tout à fait. Après, le bank run est possible parce que ces plateformes n'ont pas posé, entre guillemets, les virements, enfin les retraits. Attends, mais dans la réalité, ils sont centralisés, ils peuvent parfaitement mettre pause sur les retraits, et dans ce cas-là, il n'y a pas de bank run. Donc c'est aussi une question de la plateforme à tolérer, parce que
ce qu'il a souhaité faire, c'est jusqu'au bout du bout, essayer de prouver que non, il avait la liquidité, que c'était des fausses rumeurs. D'ailleurs, 2-3 heures avant, un jour avant, il continuait de dire ce sont des fausses rumeurs, un concurrent essaye de nous taper dessus, c'est faux, vous pouvez retirer, bien sûr, venez tester, retirez votre argent, vous pouvez le faire. Mais en fait, il a trop tiré sur la corde. Il est pris à son propre piège. Il est pris à son propre piège, et donc une fois qu'en fait, il a les derniers bitcoins qui sont partis et qui continuent d'y avoir de la demande, là, il est obligé de poser. Alors que dans une situation de panique comme ça, dans la réalité, mettre pause dès le début en disant il y a un risque de bank run, donc on met pause parce que notre concurrent il fait des choses pas très correctes, tu laisses la poussière retomber et tu dis maintenant vous pouvez reprendre, il n'y a pas de problème. Ça se trouve on n'aurait pas découvert le poteau rose, donc ça n'excuse évidemment pas la fraude, mais ce que je disais c'est que ce qu'a fait CZ versus ce qu'a fait SBF, c'est pas, voilà, il y en a un qui fraude et l'autre non, quoi, c'est pas exactement pareil. C'est clair. Rappelons que celui que tu appelles CZ, qu'on appelle tous CZ, ça s'appelle Changpeng Zhao et c'est le fondateur de Binance. Tout à fait. Comme disent les Français disent Binance, mais bon bref, c'est le mastodonte mais justement, de la crypto. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'aujourd'hui, ça ressemble de près à un monopole. Oui, presque effective d'ailleurs. On va pas dire que je suis en faveur de ça. Je pense que d'un point de vue business, il tire très bien son épingle du jeu. Il fait beaucoup de moves très intéressants. Ce qui va peut-être les embêter, et ce qui commence déjà à les embêter, c'est que l'avance qu'ils ont prise sur les précédentes années, ils la doivent au fait qu'ils ont navigué, on va dire, de manière très habile entre les juridictions, sans être hyper transparents. Et maintenant, ils essaient de rattraper le retard en disant bon, bah, voilà, maintenant que j'ai 80% du marché, j'ai juste à mettre des barrières à l'entrée partout autour de moi et à dire je joue le jeu de la régulation et hop c'est terminé, c'est un monopole. Est-ce qu'ils arriveront à le faire? Je ne sais pas. Je veux pas présupposer de est-ce qu'il y a des trucs louches ou pas, c'est pas à moi de le faire, mais si je m'écarte des faits et que je m'intéresse seulement juste à l'image, ils ont tous les 6 mois une enquête Reuters, une enquête je sais pas quoi, machin, donc ça va être difficile pour eux de s'extirper de cette image qu'ils ont créée sur ces dernières années. Légitime ou pas, n'est pas le débat ici, mais ça va être probablement leur challenge pour rester dominant. Du point de vue de l'Europe, bon, c'est ce que je dis depuis des années, hein, donc je vais pas me répéter, mais bon, on aura le meilleur cadre, on n'aura pas de tableau comme d'hab. Oui, mais justement, le risque de ça, c'est que les gens ils mettent leur argent sur un exchange au Bahamas. C'est parce que ce qui s'est passé, c'est pas juste un risque. C'est quand Binance est venu chercher l'enregistrement PSAN, la conséquence directe est qu'on leur a dit ok, mais il faut interdire les produits dérivés et les leviers. Les gens sont partis chez FTX. Ah oui. Ah, c'est ça. Donc en fait ils se sont fait avoir par ça, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que là les conséquences de FTX malheureusement c'est qu'on commence à revoir les suspects habituels nous asséner des voilà c'est la preuve que le truc est pas régulé, il faut encore plus de régulation, non en fait ça sert à rien. C'est le sujet principal, c'est l'harmonisation, parce que voilà on peut avoir la meilleure réglementation du monde, ils sont aux Bahamas. Donc ça sert à rien d'empiler les règles en France. Oui, et pourquoi sont-ils aux Bahamas? Parce qu'il n'y a pas de régulation. Oui, ils avaient la licence aux Bahamas quand même, il faut le dire. Donc ils étaient audités, tout ce que tu veux. Donc l'Europe peut empiler les régulations, il n'y a pas de problème, super. Comme d'hab, on se considère comme une zone de consommation. Donc il faut protéger le consommateur. Mais le problème, c'est que typiquement quand on va arriver à ça, c'est-à-dire flûte, nos épargnants se font avoir par des acteurs étrangers. Ok, c'est quoi le levier politique concret? Rien. Ouais, et donc la seule chose qu'on sait faire aujourd'hui, c'est leur dire vous faites pas de pub en France. Formidable, ils en ont pas besoin. Mais donc, alors attends, parce que juste revenons sur, il y a deux choses, le côté investissement. Donc tu dis effectivement il faut que les gens qui nous écoutent comprennent que sur les plateformes type Binance ou FTX, on peut avoir des instruments, accéder à des instruments financiers qui sont des effets de levier. Par exemple, on veut mettre 1000 euros, on voudrait mettre par exemple plutôt 10 000 euros, on ne les a pas. On peut mettre que 1000 euros et on peut prendre un levier x10 et investir comme si on avait 10 000 euros. Donc c'est extrêmement risqué. On déconseille de faire ça, mais c'est un produit que le monde crypto a l'habitude de manipuler. Alors, j'arrête tout de suite. C'est pas le monde crypto, hein. Les leviers n'ont pas été inventés avec la crypto. Ouais, non, parce que pourquoi j'interviens tout de suite, parce que beaucoup de gens ont en tête que la crypto c'est le Far West total, la jungle où on fait des leviers. C'est la finance traditionnelle qui a inventé tous ces outils-là. Ouais. Donc on les utilise dans la crypto et il y a moins de limites parce que le milieu est nouveau. Et évidemment, dans la finance traditionnelle, vous trouverez pas des leviers x100 comme on peut trouver sur certaines plateformes. Donc effectivement, il y a un sujet d'ampleur du risque-prix. Ouais. Mais normalement, quand on prend un effet de levier, on prend aussi soi-même un risque, non pas la plateforme, mais si je mets 1000 et que je fais semblant d'avoir 10 000, ce que ça veut dire, c'est que si le prix baisse de 10%, je perds tout. Ouais.
Donc c'est ça que ça veut mais dire je aussi. perds de l'argent que je n'ai pas. Non, alors ça dépend. Ça, c'est si on s'expose avec de la dette. Mais en règle générale, typiquement dans la DeFi, dans certains produits, ça marche avec plutôt du collatéral. C'est-à-dire qu'on va apporter du collatéral et en face, on va dire, donc j'ai 1000, ok, je les pose, je fais comme si j'avais 10 000. Très bien. La conséquence de ça, c'est que je vais avoir un seuil de liquidation. C'est que si j'achète par exemple, encore une fois, pour 1000, un jeton qui vaut 1000, donc j'achète un jeton. Dans un marché normal sans effet de levier, si le jeton perd 10%, moi j'ai 900. Bon, très bien, super, c'est chiant, mais en fait, tant que j'ai pas vendu, j'ai pas perdu. Il peut perdre 20%, j'ai 800, il peut perdre 50%, j'ai toujours 500, il peut perdre 90%, j'ai toujours 100, j'ai toujours mon jeton. Donc il peut repartir derrière à la hausse, j'aurai toujours mon jeton. Le principe d'un effet de levier, c'est qu'avec ce seuil de liquidation, comme j'ai fait semblant d'avoir 10 000, je multiplie mes gains potentiels. Donc si le prix du jeton passe de 1000 à 1100, en fait moi je passe de 10 000 à 11 000. Donc en fait j'ai gagné 1000 et pas 100. Donc j'ai fait mon effet de levier. Par contre, le principe du seuil de liquidation, c'est que dans le sens inverse, si je perds 10%, il me reste 0. Il me reste 0. Et le prix peut repartir à la hausse, je n'ai plus mon jeton. Alors, il a été liquidé. Ça, c'est des instruments qui sont accessibles aux professionnels du trading. On a l'impression qu'avec le monde de la crypto, le grand public, oui, mais on a l'impression que c'est plus facile dans le monde de la crypto d'accéder à des outils financiers. En tout cas, ces outils sont plus popularisés, on va dire, dans le monde de la crypto, que celui qui a un compte à la BNP, un compte au Crédit Agricole. On peut pas dire qu'on reçoit des mails tous les jours du Crédit Agricole pour nous inciter à utiliser ces effets de levier. Alors que mon exchange, nos exchanges avec Claudia, nous incitent régulièrement par mail à utiliser ces effets de levier, tu comprends? C'est ça que je veux dire. Oui. Et donc, on voit bien que ce monde de la crypto... Je sais pas si c'est crypto, je me permets d'interrompre, mais je vais citer une étude Bank of America qui est sortie il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines je crois, avec deux choses intéressantes. La première, donc c'est une étude qui est faite sur un public précis, qui sont les high net worth individuals, donc les gens qui ont pas mal d'argent et qui ont du capital à investir. De mémoire, c'est un seuil à 2 millions ou 3 millions de dollars à investir aux États-Unis. Ils leur demandent c'est quoi vos actifs préférés. Et là, il y a une vraie rupture en termes d'âge. C'est-à-dire que pour tous les high net worth individuals entre 21 et 45 ans, l'actif préféré top 1 de la pile, c'est les cryptos. Ah oui, quand même. Ouais. Top 1. Ah oui, top 1. Au-dessus d'equity, immobilier, tout ce que tu veux. Même les actions du Nasdaq. Rien, c'est crypto en premier. De 21 à quel âge? 21 à 45. À 45 ans. Ouais. Au-dessus de 45, la pyramide s'inverse. C'est-à-dire que tu es presque en avant-dernier, tu as les cryptos, et au top, tu as equity normal, trucs comme ça. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour relier à ce que tu disais juste avant, c'est que même en dehors des cryptos, on constate aussi, et c'est peut-être un peu plus embêtant, c'est que sur la même tranche 21-45, on leur a demandé aussi votre source d'information. Pour la tranche 21-45, la principale source d'information, c'est les influenceurs. Ah oui, d'accord. Ah, ouais. Donc c'est non seulement ils vont sur des cryptos qui sont risqués, mais en plus leur principale source d'information, c'est un gars qui est parti à Dubaï et qui leur fait des TikTok pour leur dire super, je vous chile le Solana coin, je sais pas quoi. Avec une Rolls-Royce évidemment. Sinon c'est pas drôle. Donc c'est plus ça moi qui m'emmerde. C'est pas parce que dans les cryptos déjà il y a le bon grain et l'ivraie. Encore une fois, je le disais sur la chronique BFM. Alors du coup je sais pas quand fut un temps. Bref, que les responsables politiques ont aussi une responsabilité là-dedans. Pourquoi? Parce que à force de répéter toute la journée que Bitcoin c'est nul, ton alternative c'est des shitcoins. Comme les journalistes d'écrire leurs articles et d'informer des millions de personnes sur base d'infos qui n'ont pas été vérifiées. Oui, aussi, mais ça c'est encore un autre sujet. Même si effectivement il est important, et typiquement je pense qu'il y a pas mal de médias qui sont en train de prendre la tempête vis-à-vis notamment de toutes leurs pratiques d'articles sponsorisés et autres. Mais là je parlais vraiment du rôle du responsable politique, c'est-à-dire qu'il y a un actif, 2, 3, allez, qui n'ont volé personne depuis 13 ans, qui n'ont pas de déification autour d'un personnage central, qui n'ont pas de centralisation, qui n'ont pas de dépendance particulière, etc. C'est l'actif sur lequel ils adorent taper et dire que c'est de la merde, surtout n'y touchez pas. Pour reprendre les mots de la Banque de France. Ils tapent même pas sur les autres crypto-monnaies. Pas du tout. À l'inverse, ils disent non, ça c'est nul. Le reste, par contre, ça c'est innovant. Non mais sans déconner, la conséquence directe de ce truc-là, c'est qu'il y a plein de gens qui devraient s'intéresser à un actif qui n'a volé personne depuis 13 ans, mais qui, à l'inverse, disent ah mais non, mais en fait, qui est infaillible jusqu'à ce jour. Alors infaillible, après c'est une croyance, mais enfin collective, etc. Jusqu'aujourd'hui, quoi. Jusqu'aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une responsabilité dans le fait de pousser les gens vers des produits et des cryptos qui n'ont aucun sens. Et je suis désolé, à un moment donné, chacun aussi doit prendre sa part de responsabilité là-dedans. Ouais, intéressant. Alors donc justement, j'aimerais revenir sur les banques parce qu'alors Binance
Binance, le fameux patron emblématique, déifié un petit peu, t'as raison, moi je trouve qu'il a aussi été un peu déifié, bon bref, ça se discute, voudrait racheter une banque. Et en fait, ce qui se passe, on le voit bien, c'est que le monde de la crypto s'intéresse à des banques, les exchanges voudraient devenir des banques, clairement, et les banques, progressivement, voudraient proposer de la crypto. Tout à fait. On le sait, ça va venir. Donc, à ton avis, j'aimerais avoir ton avis, est-ce que tu penses que quand les banques vont s'y mettre, BNP, Crédit Agricole et tout, et LCL, tout ça, évidemment, les Français vont dire, bon, bah, j'ai confiance, c'est quand même des banques. Mais c'est pour ça qu'elles ont d'ailleurs une carte à jouer en ce moment. Alors, c'est ça, hein, parce que clairement, à ce moment-là, moi, je retire mon argent aussi de Binance. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle de réglementation, c'est pas aussi simple qu'on le veut. C'est-à-dire que, pareil, ce qui empêche les banques de proposer des services aujourd'hui, c'est une crainte légitime autour de est-ce que j'ai le droit de proposer ce genre d'activité. Moi, je suis patron d'une grande banque, je vais pas risquer l'ensemble de mon bilan avec l'équivalent du PIB de la France parce que j'ai 3 personnes qui me demandent de la crypto sur un actif que je connais pas et dont la quasi-totalité des élites disent ça va mourir dans 3 ans. Le rationnel, c'est de dire non, arrêtez les conneries, je vais pas risquer mon bilan complet et ma boîte pour ça. Mais s'il y avait justement la possibilité d'avoir un marché qui soit plus accessible, une offre bancaire plus accessible, en fait, toutes ces plateformes-là complètement opaques dans des paradis fiscaux elles n'auraient pas de clients. Elles n'auraient pas les clients français. Oui, après, il y a une rupture générationnelle parce qu'aujourd'hui, on sait que les aides, ils n'ont plus du tout confiance dans les institutions bancaires. Alors dans la réalité, c'est un peu, oui, parce qu'on voit qu'effectivement générationnellement, ils partent des banques. Maintenant, les banques de détail restent quand même largement prépondérantes, y compris parmi la jeunesse. Mais par contre, il y a une vraie prépondérance aussi des banques en ligne. Mais les néobanques, c'est plutôt elles qui vont prendre. Oui, mais gratouillons en 30 secondes, les néobanques derrière, il y a une banque. Enfin derrière, il y a une grande banque. En règle générale, c'est pour ça que je dis, c'est juste une question de comment je market l'offre. Donc là, c'est pareil, les banques se posent des questions que tout le monde se pose, c'est comment je retiens ma clientèle. Ils se doutent bien que si elles perdent 50% de la part de marché, qui sont les jeunes CSP+, urbains, qui ont de l'argent à mettre, bon, c'est pas pérenne. Donc il faut attirer ces gens-là et faire en sorte qu'ils partent pas. Si tu prends Société Générale, leurs initiatives, elles passent par Boursorama aujourd'hui. Parce que Boursorama, évidemment, banque en ligne, donc c'est beaucoup plus attirant pour le public qu'elle cible. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a une fenêtre d'opportunité pour les banques. Alors, ça tombe bien parce qu'en plus, elles sont plus ou moins réveillées, notamment en France, sur le sujet depuis 7 années, si on est un peu généreux. Et donc, elles commencent à se poser des questions sur, effectivement, les gens s'en vont. Non seulement ils s'en vont côté retail, mais maintenant, je fais le lien avec ce que je disais sur nos amis les corporates, quand vous avez des directeurs financiers du CAC 40 qui vous appellent pour vous dire comment je gère de la crypto et que la seule chose que vous pouvez leur répondre c'est en fait je sais pas et c'est pas mon sujet, ça sent pas bon. Donc en fait, quand vous avez ça une fois tous les 3 ans, vous en fichez, quand vous avez ça une fois par semaine, ça commence à devenir un peu lourd. Donc en fait, la pression commerciale, c'est cette nouveauté cette année que les banques n'avaient pas avant. Et aujourd'hui, retail, banque privée, corporate, tout le monde, il y a une pression commerciale qui les force à bouger. Donc tu penses qu'en France, pareil, les 25-45 ans, en fait, clairement, réclament ça. Tu as de l'info là-dessus. Ils réclament en partant. Ils réclament en se défendant. Non, mais parce que les banques pourraient dire, est-ce que toi tu sais si les banques disent on reçoit 10 mails par jour, 10 mails par minute? Je vais pas vous donner des chiffres officiels, mais oui, il y a de la demande. Oui, c'est ça. Et elles le savent. Oui, il y a de la demande et il y a de l'abandon de ces générations. Mais le problème, c'est que c'est toujours très difficile d'interpréter les chiffres. Quand tu fais une étude de marché sur mes clients par rapport à telle tranche démographique, est-ce qu'ils restent, est-ce qu'ils partent? En fait, après, c'est l'analyse qui vient expliquer pourquoi ils partent. Parce que tu vas pas demander à tous les clients un par un pourquoi t'es parti, etc. D'autant qu'ils répondent pas en règle générale à ce genre de questions. Quand ils répondent aux critères de la cible X. Oui, mais je vais prendre l'exemple du sondage qu'on a fait en début d'année, là, le sondage Ipsos, etc. sur les 8% des Français qui ont de la crypto. Une des parties intéressantes de ce sondage, c'est qu'on a demandé à l'échantillon représentatif, vous êtes chez quelle banque? Donc là, classique, en France, Crédit Agricole, première banque retail, donc ils ont 20-25% des répondants qui disent je suis chez Crédit Agricole, qui est très bien. Puis on a la liste normale, et ensuite on a pris l'échantillon des gens qui ont de la crypto. Vous êtes chez quelle banque? Là, c'est intéressant de regarder l'écart. Quel exchange? Non, quelle banque? Non, parce qu'ils sont bancarisés aussi. Moi, je vais prendre mon exemple personnel, je vais pas dire la banque, mais moi je suis parti de ma banque, parce que quand je voulais faire un virement vers une plateforme d'échange, la banque me disait non. Attendez, je suis professionnel du secteur depuis 8 ans. Oui, c'est incroyable. C'est mon argent, vous m'avez fait votre devoir de conseil, vous m'avez dit attention, c'est risqué, laissez-moi me refaire mon virement. Et à la fin, je devais faire une décharge par opération.
Non mais ça va, j'ai autre chose à faire de ma vie, donc non, je suis parti. Mais donc c'est intéressant donc de regarder le différentiel en termes de banques. Est-ce qu'il y a des banques qui font fuir les gens parce qu'elles sont incapables de proposer quoi que ce soit? Et donc là, effectivement, on a constaté que sur certaines banques, il y en a qui perdent 70% des gens. Là où je disais c'est difficile, c'est que maintenant c'est le rôle de l'analyse de dire ils partent parce que la crypto. Mais dans la réalité, cette analyse elle est forcément biaisée parce que ça se trouve ils partent parce que démographiquement, les gens qui ont de la crypto c'est des jeunes urbains CSP+, et il se trouve que les jeunes urbains CSP+, bah, ils préfèrent les banques en ligne, donc ils s'en vont de toute façon. Donc est-ce que c'est à cause de la crypto? Combien de gens j'aurais retenu en proposant des services crypto? Ça c'est de la conjecture, je peux pas le dire. Maintenant on peut supputer de manière, on va dire, assez confortable qu'une part de ces gens sont effectivement partis parce qu'il n'y avait pas de service crypto. Maintenant, est-ce que c'est 3 personnes ou est-ce que c'est 100 000? Et puis parfois, quand tu quittes une institution alors qu'on t'a éduqué en te disant que cette institution, ça représentait la confiance suprême, quand tu quittes, c'est qu'il y a une conjoncture de facteurs. C'est pas un facteur. C'est même le cas pour hors de la banque. En règle générale, quand ça fait 20 ans que tu as un prélèvement tous les mois sur ton compte et que tu es habitué, effectivement, pour en arriver à faire la démarche de partir, c'est que vraiment, tu as envie de partir. C'est pas juste j'ai un truc qui me gratouille et ça m'embête. C'est pas sur un coup de tête. En règle générale. Donc effectivement, bon, maintenant il y a partir et ne pas y aller. Exact. Donc ce sont deux choses différentes. Oui, parce que quand on questionne les aides, il sort plusieurs choses. Il sort je mangerai plus de viande, j'irai pas à l'UNIF et j'ai pas besoin d'un compte en banque. Je dégrossis, hein, mais... Donc là, fou, j'ai 40 questions qui se bousculent dans mon cerveau. Parce que c'est le retour qu'on a des startups, c'est incroyable. En France, tu ouvres une startup et si tu mets le mot blockchain dans les statuts, il y a encore des banques qui bloquent là-dessus ou des notaires. Et puis encore pire, s'il faut vraiment ouvrir un compte en disant je vais faire de l'activité autour de la blockchain, alors il y a même encore des banques qui refusent de vous ouvrir un compte. Et toi, tu dis non seulement les banques ne proposent pas de crypto, mais quand on veut virer de l'argent sur un exchange, des euros pour ensuite aller acheter de la crypto, il y a des banques qui bloquent encore en disant vous ne virez pas d'argent. Mais on s'oriente, ce que je disais, c'est le propos que j'essaierai de retenir de l'intervention, c'est que cette année, elles ont pris conscience, la plupart, qu'il se passait quelque chose. Voilà, et mes clients sont des banques aujourd'hui au niveau stratégique pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Donc je ne vais pas vous dire ce qu'on fait, mais non, les banques y réfléchissent. Mais c'est pas un scoop, hein, je veux dire, tout l'été, on a eu des annonces toutes les 3 semaines, BNP, Metaco, je sais pas quoi, Taurus, donc elles ont des choses. Oui. Mais c'est juste que pour l'instant, il n'y a rien de déployé auprès du grand public. Et je ne sais pas si le grand public est la cible pertinente. Ouais. Tu prends toutes les banques américaines, elles n'ont pas commencé à dire let's go, on envoie au public. Elles ont commencé en règle générale par de la banque privée. Les entreprises, les banques privées. Oui. C'est ce que j'allais te dire. Peut-être qu'elles ont pris conscience qu'il se passait quelque chose. Peut-être qu'elles sont venues vous trouver pour avoir du conseil et de la recommandation. Mais entre ça et l'expérience utilisateur au guichet ou sur son application, il y a un gap énorme. Bien sûr. Ouais, parce que c'est vrai que quand nous, on en a discuté avec notre bancaire, elle nous a regardé, mais elle s'est demandé d'où on sortait, quoi, vraiment. À la limite, elle nous a pris pour des escrocs. Oui, mais c'est l'expérience que font beaucoup de gens depuis des années, effectivement, que ce soit pour faire des entreprises ou pour juste investir. Et cette expérience, j'espère qu'elle va changer. Maintenant, de là à ce qu'elle change dans l'ensemble des salariés d'une banque, alors que très souvent, il y en a encore dont le leadership dit toujours aujourd'hui ça sert à rien, ça va mourir, c'est très difficile même en interne. Je me souviens, moi j'avais fait une présentation sur en gros le top 50 d'une grande banque française, j'avais demandé qui a du bitcoin. Je suis un peu provocateur. Et il y a une personne qui a levé la main. Je fais ah super, enfin je m'y attendais pas en vrai, je me disais déjà une personne en vrai c'est cool. Donc je fais ah super, vous avez du bitcoin, et il baisse la main, il dit non c'est une blague. Bon, je fais ok, très bien, on continue la présentation, et à la fin je vais lui dire c'est un peu dommage la blague et tout, et il me dit non mais j'en ai, mais j'ai vu mon manager qui m'a regardé quoi. Et j'ai vu que j'étais tout seul. Voilà. Ouais. Donc c'est en fait il faut pas non plus il y a une tendance que peuvent avoir aussi les bitcoiners à faire des généralités, à dire les banques tous des connards, etc. Machin. C'est bon. Non, dans les banques il y a plein de gens qui d'ailleurs en règle générale individuellement la plupart ont des cryptos dans la réalité, mais c'est juste que socialement c'est juste inavouable. Ouais. Il y en a, j'ai des exemples en tête, alors c'était plutôt dans des institutions publiques, mais à partir du moment où ils se sont positionnés, j'allais dire publiquement, pas publiquement, mais ce que je veux dire c'est auprès des équipes, ils ont dit oui c'est un sujet intéressant, il faudrait travailler. Tiens, c'est bizarre, mais 5 ans après, eux ils ont pris 0 grade et leurs potes ils en ont pris 4 quoi. Ah ouais. Et donc c'est vraiment, il y a une forme d'exclusion sociale aussi parce que c'est tabou, parce que non, attendez, comment, c'est pas possible ce que tu racontes, non, c'est là c'est un escroc. Comment tu oses? Voilà, donc
il y en a qui voudraient faire bouger les choses. En règle générale, c'est pas eux les décideurs. Donc malheureusement, il y a une forme après de prophétie autoréalisatrice. Comme personne n'en parle, tout le monde pense que c'est tabou, donc personne n'en parle, donc etc. Alors, mais ça change, c'est ce que je dis en ce moment. Ouais, bah ok. Alors on voulait parler de la custody aussi. Oui, on voulait parler de plein de trucs, mais justement, nous, on voulait faire le lien avec ce qui se passe pour le moment. FTX, ils ont une grosse perte de confiance. Et pardon, du coup, je te reprends parce que c'était la question tout à l'heure. On disait justement les banques, etc. C'est que là où je disais ça valide nous notre narrative en tant que KPMG et ce qu'on essaie de proposer comme service, et ça valide aussi l'opportunité pour une banque, c'est que précisément au moment où il y a une crise de confiance sur les acteurs centralisés crypto, quel meilleur moment pour dire mais moi ça fait 25 ans que vous me faites confiance et je suis une personne qui a une maîtrise des risques et je sais ce que je fais avec votre argent, je suis l'intermédiaire de confiance pour faire ça. Donc là il y a un effet d'opportunité qui est très fort pour les banques. Est-ce qu'elles l'ont conceptualisé? C'est notre travail d'aider à le faire, mais je pense qu'effectivement, je ne crois pas, malheureusement, je pense que là en ce moment il y a un effet peut-être rebond où les gens sont tous en train de partir sur la self-custody, etc. Dans la réalité, on l'a déjà vu avec Mt. Gox, dans un an, la moitié en fait seront revenus de là en disant putain en fait c'est anxiogène de faire la self-custody, je vais retourner chez un intermédiaire. En fait c'est juste le temps que la poussière retombe et on va retourner sur l'intermédiation. Oui, et puis il y a aussi parfois tu te dis, tu es dans le non-dit, enfin, tu expliquais tout à l'heure, toi tu es sur un exchange qu'on va pas citer parce qu'on va pas se faire hacker, mais tu es sur un exchange et je dis à Benjamin, je dis mais bon t'as retiré tout ça, et il me dit bah non, il n'y a pas de risque. Et en fait, et moi je le crois en fait, je lui dis oui, et puis tout à l'heure avec je sais plus qui on a enregistré, je lui dis mais non en fait on va retirer ça tout de suite quoi, quel que soit l'exchange, quel que soit le degré de confiance qu'on a en cet exchange, on a une leçon qui est incroyable là. Le type il était hyper crédible. Alors justement oui, sur la custody, parce que tu disais, et la custody c'est la faculté de posséder, comme on dit, sa crypto soi-même, donc de posséder la clé privée d'accès, la conservation. Donc on a la clé privée qui permet d'accéder à ces cryptoactifs directement sur la blockchain. Et cette clé privée, elle se possède soit de manière logicielle, donc sur son ordinateur, ce qu'on appelle un hot wallet, un wallet chaud, ou alors on la possède sur un device physique qu'on a dans sa main ou dans sa poche, qu'on appelle un cold wallet. Et donc, ou en papier. Ou en papier, effectivement, on peut avoir les mots-clés sur du papier, mais la question c'est, une fois que les banques auront proposé de la crypto, évidemment que les banques vont garder la clé privée pour elles, en disant, dormez tranquille, braves gens, nous avons la clé privée à vos cryptos, et quand vous en aurez besoin, vous irez via votre application bancaire, etc. Donc toi, tu dis, on est pris entre deux feux, nous tous ici, parce que nous, on dit, l'essence du Web3, c'est d'avoir son wallet, d'avoir ses clés privées. Or, la banque va pas vous inciter à faire ça. Donc est-ce que tu penses que finalement cette décentralisation n'aura pas lieu et que finalement la crypto sera gérée par les banques directement ou par l'iPhone, une application iPhone, etc. Ou est-ce que tu crois, toi, que les gens vont prendre conscience et petit à petit, progressivement dire « mais je vais récupérer ma crypto ». Ou va-t-on vers un monde où on aura le choix ? Mais justement, exactement, très bonne transition, c'est que moi ce qui m'intéresse, c'est pas que tout le monde gère son argent et que personne ne se fasse confiance, puisqu'on fait pas une société avec ça. Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait l'alternative. Je vais pas aller à Surfing Bitcoin citer le général de Gaulle et après dire la centralisation c'est nul. Donc la centralisation peut avoir du bon. En règle générale, c'est 100 fois plus efficace de centraliser. De Gaulle aurait eu des bitcoins. Aurait été bitcoiner effectivement. C'était sur des sujets géopolitiques, mais ce que je veux dire par là, c'est que la centralisation, en fait, décentraliser, centraliser, en soi, on s'en fout. C'est pas bien. L'un n'est pas bien et l'autre n'est pas mal. C'est comme si tu dis bah voilà, moi j'ai pris mon permis de conduire parce que j'ai envie de pouvoir avoir la possibilité de prendre une voiture. Maintenant ça t'empêche pas de prendre un taxi. À un moment donné, si t'as pas envie de conduire, t'as pas envie de conduire, ou de prendre des transports en commun, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que la puissance de ça est dans la possibilité d'avoir cette alternative. Si moi je ne fais pas confiance au système, alors je peux me sortir de ce système, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Donc l'absence d'alternative elle-même est délétère parce que ça conduit tous les Français à être bancarisés, toutes les banques à devenir systémiques, toutes les banques à ne pas pouvoir faire faillite, etc., etc. Et donc on voit très bien où est-ce qu'on va, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Angleterre il y a quelques semaines. Allez hop, on va réduire l'inflation, on baisse, on augmente les taux. Les fonds de pension, non, sinon on va faire faillite. Flûte, ils sont systémiques, donc on reprend le QE. Oui, mais l'inflation continue du coup, et puis le britannique de base, ils perdent de l'argent. Donc il faut voir les effets un peu plus long terme des effets délétères
qu'ont l'absence d'alternative. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de l'absence d'alternative. C'est même au niveau géopolitique, pour reprendre ce sujet-là, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de passer par des banques ou je ne sais quoi. Les banques ont une proposition de valeur. Elles ont une proposition de valeur autour de la confiance, autour de la gestion, de la sécurité, qu'elles ont depuis des centaines d'années et qu'en règle générale, elles font bien. Mais elles ne sont pas toutes dignes de confiance et il y a des acteurs qu'il faut éliminer du marché et il y a des acteurs qui doivent pouvoir aussi émerger. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu une banque se créer? Ce sont des choses qui dans un capitalisme sain normalement ne se passent pas. Un marché où il n'y a personne qui se crée depuis des dizaines d'années, c'est pas normal. C'est vrai, quand on voit la finance décentralisée, qui est un sujet qui nous anime beaucoup, on a même sorti un e-book là-dessus gratuitement, et on voit que Société Générale s'intéresse à ça, certaines banques font quand même des produits financiers sur la blockchain, et en fait ça pourrait permettre l'émergence de jeunes banques, en fait, entre guillemets, disons, de services financiers sur la blockchain directement, qui pourraient émerger. Il pourrait y en avoir des milliers dans toute l'Europe dans les années qui viennent et qui pourraient directement vous proposer du service bancaire, enfin du service de prêt, d'emprunt, etc. Ouais. Et après même du cashback, c'est-à-dire qu'en fait on serait même rémunéré en prêtant son argent, en prêtant sa crypto. Après, je veux pas m'emballer là-dessus, puisque précisément dans le contexte actuel, c'est ce genre de schéma où on sait pas d'où vient le rendement, il y a du cashback sur du prêt qui lui-même un APY de machin de rien, qui conduit à l'écosystème à tourner sur un entre-soi total et à la fin avoir des valorisations complètement déconnantes qui sortent de nulle part. Donc ce genre de service pourra exister, mais je pense que très rapidement la personne de base, elle va chercher à la fin, en fait la personne de base se lève, travaille, mange, a autre chose à faire de la journée que de faire des produits financiers et d'étudier tout ça, et c'est parfaitement normal, de la même façon que, voilà, comme je disais, moi, si à un moment donné, je rentre dans le taxi, je demande pas avec quoi est fait le moteur. La confiance est clé quand même dans la société, elle est hyper utile parce qu'elle permet la spécialisation. Moi je peux avoir un travail X parce que j'ai confiance dans le fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait de la bouffe pour moi. Ouais, donc c'est juste pour terminer sur ce point là, donc oui il y aura potentiellement ce genre de services financiers, mais attention, c'est probable qu'ils vont être pareil encadrés parce qu'il faudra proposer une forme de confiance pour que des investisseurs se retrouvent pas plumés. Mais l'arbitrage que je disais qui est très important à faire, c'est que aujourd'hui on est tombé dans un extrême où le surencadrement a créé des démons qu'il aurait voulu éviter, parce que en créant des barrières infranchissables, personne ne peut concurrencer ce milieu, vous êtes obligé de dédier le tiers de votre revenu, de votre chiffre d'affaires, de votre masse salariale, vous le dédiez à la compliance, etc. Ça crée un environnement dans lequel, encore une fois, vous avez des banques qui deviennent systémiques. À partir du moment où elles sont systémiques, le système entier est biaisé, puisque vous n'êtes pas puni quand vous prenez du risque. Ce qui n'est pas sain. Normalement, vous prenez du risque, vous perdez de l'argent. C'est le principe du risque. Donc là, on peut prendre du risque, mais si on perd de l'argent, rassurez-vous, il y a quelqu'un qui va payer la place. Il y a l'argent du contribuable. Il y a l'argent du contribuable parce que vous ne pouvez pas faire faillite. Si vous faites faillite, on perd la moitié des épargnants du pays. Ouais. Donc c'est ça qui est malsain, et le fait d'avoir cette alternative, probablement, je l'espère, remettra de l'huile dans le système. Maintenant, ça c'est je l'espère, ce qui est le plus probable, c'est que ça ne remettra pas du tout, parce que le système est tellement mangé sur lui-même dans un cercle et dans surtout dans une fuite en avant permanente, que dans la réalité, il est vu comme, je vais reciter nos amis les banques centrales, un risque pour la stabilité financière. C'est-à-dire qu'on est quand même en train de dire que la capacité de posséder son argent est un risque pour la stabilité financière. C'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ouais, et puis quand on se connecte à la réalité du terrain, le père de famille aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas quitter sa banque. En revanche, il fait un livret vert depuis des années pour son fils. Il a compris ce que c'était l'inflation parce qu'il paye très très cher son plein, ses courses, etc. Et il fait le lien avec son économie. Et lui, il commence simplement à réfléchir maintenant à, tiens, cette économie, ce petit bas de laine, est-ce que je le mettrais pas, est-ce que je le diversifierais pas, est-ce que je le mettrais pas ailleurs, et pourquoi pas les cryptos? Mais il a le bon père de famille aujourd'hui, il dit pas, je reprends tout mon argent à la banque et je vais payer mon pain en bitcoin. C'est pas ça. C'est justement, je cherche l'alternative, je cherche le complément, la diversification, et les cryptos rentrent dans la réflexion. Mais ils y sont pas encore. Hein. Donc nous on le répète chaque fois, mais beaucoup de formations, et on se rend compte qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sont au premier stade, parce que nous on est dedans, on est immergés, on croit que tout le monde vit comme nous, mais en fait pas du tout. Et aujourd'hui il y a des tas de gens qui sont sur le terrain et qui, parce qu'il y a de l'inflation, commencent à réfléchir autrement. Donc c'est pas, nous on n'a jamais eu le discours de dire la crypto c'est la mort des banques. Pas du tout. Non, parce que justement on va avoir probablement de nouveaux conservateurs, etc. Je fais toujours cette analogie, la promesse d'internet initialement, c'est que chacun a son serveur SMTP et s'envoie des mails.
Bon, dans la réalité, on est tous chez un GAFA, ce qui n'est pas forcément une très bonne conclusion, mais malheureusement, c'est la réalité. Donc là, on va probablement avoir la même chose. La promesse, c'est chacun gère son portefeuille, nanana. Vous avez la possibilité. Maintenant, est-ce que les gens vont le faire à une très grande proportion? Probablement non. Parce que si la confiance existe, c'est 100 fois plus rentable de faire confiance à quelqu'un et de ne pas s'embêter d'avoir une charge mentale de l'enfer. Parce qu'on parlait du père ou de la mère de famille, effectivement, avec un travail, avec des enfants, avec une famille, avec une machin, on n'a pas le temps d'aller demander quelle est la proposition de valeur de Avalanche par rapport à Tezos. Non mais faut arrêter. Donc, d'ailleurs, si on voulait, pour refaire le lien avec ce que je disais sur le rôle des responsables politiques, s'ils voulaient vraiment protéger nos amis les épargnants, justement, ils devraient dire, ok, si vous êtes néophyte, que vous n'avez pas le temps d'y passer et que c'est un actif de diversification, c'est Bitcoin. C'est pas la crypto. Parce que dans la crypto, en dehors de Bitcoin, le reste, c'est du pari technologique. Donc si vous n'êtes pas capable de faire une due diligence entre c'est quoi le liquid proof of stake versus le The Merge qui nous fait un proof of stake avec la MEV qui nous permet de bypasser machin, si vous n'êtes pas capable de faire ça, bah, dans ce cas-là, arrêtez en fait. N'achetez pas des trucs que vous comprenez pas. Oui, c'est intéressant, tu distingues vraiment, tu mets Bitcoin totalement à part. Mais Bitcoin est tout seul dans sa catégorie et il a déjà gagné. Ouais, c'est ça. Dans le reste, il y a des blockchains programmables. Ouais. Et les blockchains programmables, Ethereum est 100 km devant, parce qu'en termes d'adoption, de value, de tout ce que tu veux, c'est 100 km devant. C'est très probable que c'est celle qui va gagner, mais j'y mettrais moins ma main à couper sur le fait que Bitcoin, encore une fois, il est tellement singulier en termes de création, il n'y a pas de contrepartie, donc aucun moyen de pression. Il n'y a pas de fondateur, on ne le connaît pas. Il est unique. Donc effectivement, d'un point de vue diversification hors numérique, éventuellement protection contre l'inflation, etc., c'est Bitcoin, c'est pas la crypto, c'est pas en achetant un Tezos ou un Avalanche ou un quoi que ce soit que je me protège contre l'inflation. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il y a plus de 20 000 crypto-monnaies. Voilà. Donc, en fait... donc il faudrait avoir cette distinction et on y gagnerait d'ailleurs parce que en fait, à force de parler de les cryptos, ça aussi, c'est un parapluie géant dans lequel on met un actif qui représente une œuvre d'art, un actif qui représente un jeton immobilier, une action dans une entreprise, un item dans un jeu vidéo et quelque chose qui est une monnaie numérique utilisée par des pays. Tout ça est mis dans les cryptos. On pourrait appeler ça la tokenisation de l'économie, la tokenisation des actifs. Ça s'est fait via des blockchains. D'ailleurs, les blockchains sont très utiles pour plein d'entreprises. C'est un ledger, c'est une base de données distribuée. Alors que tu dis, effectivement, Bitcoin est totalement unique. Ça a une vocation purement de monnaie, d'échange de valeur. Je sais pas, je vais pas porter la prétention de savoir à quoi ça a vocation, effectivement, mais c'est un ovni en réalité Bitcoin, donc ça peut avoir plein de fonctionnalités différentes. C'est une monnaie parce que qu'on le veuille ou non, déjà, ça répond même aux définitions transfert de valeur, paiement, tout ce que tu veux, et ça répond même à la définition complètement biaisée de savoir est-ce que c'est la monnaie d'un État. Oui, mais c'est devenu la monnaie d'un État, donc à moins de dire que le Salvador n'est pas un État et de faire une faute diplomatique à chaque fois qu'on le dit. On a d'ailleurs fait un super épisode que je t'invite à écouter, mais c'est un message codé à nos auditeurs que je les invite à écouter avec Akli Lecoq, qui avait tout à fait cette... GFIP, c'est ça. Voilà, qui avait tout à fait cette théorie. D'ailleurs, il m'a fait rire. On a enregistré un dimanche matin à 9h du matin. On était limite en pyjama et on avait un sujet et puis il a dit non, mais moi je veux pas du tout parler de ça. Moi, Bitcoin, est-ce que Bitcoin est une monnaie? Et il a déroulé pendant 1 heure. Je suis sortie de cet épisode, en plus je l'ai fait toute seule sans Benjamin. Je suis sortie, je me suis dit, mais waouh, il a balancé le mec. Et donc, et en gros, c'est ce qu'il dit, exactement ce que tu viens de dire. À partir du moment où Bitcoin a été reconnu par un pays, est-ce que l'Europe n'est pas hors la loi de ne pas considérer que... Mais il avait raison, parce que j'avais discuté avec lui à la suite d'une conférence à Bercy. Il a tout à fait raison là-dessus, ne serait-ce que de poser la question, parce que c'est ça qui est marrant, c'est que justement ça nous donne un autre exemple que la réglementation peut être assez rapidement obsolète. On a passé un certain temps à définir les actifs numériques, on a sorti une définition critiquable parce que en fait c'est une définition par la négative, ce qui est jamais très c'est-à-dire c'est tout ce qui n'est pas ça, et donc du coup ça laisse un énorme flou, et donc dans le tout ce qui n'est pas ça il y avait c'est un jeton qui circule sur DLT blablabla et qui n'est pas reconnu comme monnaie d'un pays. 6 mois plus tard c'est la monnaie du Salvador, flûte. Le Bitcoin aujourd'hui ne répond pas à la définition d'un actif numérique. Officiellement, si on lit la loi, c'est pas un actif numérique. Alors que toutes les autres crypto-monnaies rentreraient là-dedans. Sauf Bitcoin. Exactement. Donc c'est pour ça que je dis que c'est tellement singulier Bitcoin, il faut pas le mettre dans le même panier. C'est autre chose. C'est singulier, mais ça montre aussi que réguler, tu régules pas pour 2 mois, tu régules pas pour 6 mois, et que ça peut être vite obsolète. Tu peux être vite hors cadre. Donc oui, tu voulais parler aussi de la custodie en entreprise. Oui, tout à fait.
Qui est un sujet assez peu vu, parce que comme je le disais, c'est souvent le corollaire d'un corollaire d'un corollaire, c'est-à-dire que quand une grande marque achète un terrain dans un métaverse, ça fait la couverture de tous les magazines et puis ça retombe, parce qu'en règle générale d'ailleurs elles en font pas grand-chose, mais en tout cas ça fait de la pub, les NFT, tout ça. Mais personne ne déroule le fil. Un terrain dans un métaverse, en règle générale, c'est quoi? C'est un NFT. Bon, ce NFT, il faut le minter à un moment donné, donc il faut payer des frais de transaction. Ces frais de transaction, il faut les payer dans une monnaie XY, donc souvent l'Ether. Dans une crypto-monnaie. Dans une crypto-monnaie. Donc à un moment donné, il faut que quelqu'un les ait payés, ces Ethers, donc il faut que quelqu'un les ait. La marque, en l'occurrence, puisque c'est elle qui fait son truc. D'autant qu'il y a encore plusieurs mois, il n'y avait pas tout ce qui est lazy minting, etc., qui permet de ne pas payer les frais. Donc en fait, quand on déroule le fil, on en arrive à ce que je disais tout à l'heure sur la deuxième branche d'activité qui est chez nous, c'est-à-dire il y a une direction financière à un moment donné qui est sollicitée par une équipe métier et qui va lui dire, bah moi j'ai un projet métier, il faut qu'on puisse payer en Ether, aidez-moi. Et il nous faut un wallet. Après ça c'est la question que justement on va les aider on va les aider à répondre à cette question. Mais d'ailleurs la réponse peut être oui, vous avez un wallet, la réponse peut être non, j'ai la flemme, je veux un custodian, ou pas la flemme. D'ailleurs ça peut être une stratégie consciente de dire c'est pas mon rôle de gérer ça, j'ai pas envie de le faire, je suis pas assez staffé, je suis pas machin, donc je vais passer par un custodian. Mais en tout cas il faut se poser la question. Et donc effectivement on arrive à un sujet qui se pose dans un certain nombre de directions financières, y compris du CAC 40 et en dessous, qui est de dire bah voilà, maintenant on est exposé à la crypto. Quid? Mais pas exposé au sens exposition financière, au sens où même si vous avez un pouillème de Bitcoin, bah, il faut le conserver quelque part. Donc vous devez vous poser la question. C'est un peu la même traînée de poudre qu'il y avait eu quand le Salvador a fait de Bitcoin sa monnaie légale. Un des corollaires un peu débiles, c'est que bah, toutes les boîtes qui avaient une filiale au Salvador, fallait qu'elles gèrent de la crypto. Et donc mécaniquement, tous les McDonald's, les Starbucks, les machins, alors même que c'était que, entre guillemets, le Salvador, bah en fait c'était McDonald's, Starbucks et autres. Et d'ailleurs, 2 ans après, tiens c'est bizarre, les Starbucks, McDo, ils ouvrent des trucs au Bitcoin, en Suisse, en machin. Est-ce qu'il n'y a pas un lien de cause à effet? Donc c'est pour ça que je dis ça, c'est des trucs un peu granulaires qui sont pas très visibles pour le grand public, mais dans la réalité, le sujet de la custodie se pose pour les entreprises. Alors pourquoi c'est hyper important et complètement différent par rapport à ce qui se passe dans la finance traditionnelle? C'est parce que, encore une fois, dans la finance traditionnelle, cette alternative n'existe pas. Ce n'est pas possible pour une entreprise de contrôler son argent. Aujourd'hui, le rôle d'un directeur ou une directrice financière, d'un trésorier, peu importe, ce n'est pas de gérer de l'argent, c'est de gérer une relation bancaire. Et dans cette relation bancaire, on fait des ordres de virement, on donne des instructions, on fait des mandats de prélèvement, c'est de l'information, c'est des mandats, c'est des ordres, etc. Mais c'est effectué par quelqu'un d'autre, qui fait la garde, qui fait les intérêts, évidemment, qui facture, évidemment, etc., etc. Là, on a pour la première fois la possibilité, enfin pour la première fois, depuis que le système financier s'est numérisé, puisque avant il y avait des entreprises qui avaient un coffre-fort, tout simplement un coffre, on mettait de l'argent dedans. Là, on a la possibilité d'avoir ça, mais d'un point de vue numérique. Donc ça veut dire que, en faisant un tout petit peu de fiction, qui n'est pas complètement déconnante, mais qui reste de la fiction, on prend dans 5, dans 10 ans, on a potentiellement une partie substantielle des entreprises importantes qui vont avoir, je sais pas moi, 5, 10, 15% de leur trésorerie en autoconservation. Conséquence directe, elles n'ont plus besoin de la banque pour faire un certain nombre de choses. D'ailleurs, en règle générale, ces directeurs et directrices financières, on commence avec je vais faire un NFT, nanana, bon c'est chiant, mais il faut que je réponde à ce bordel-là. Ensuite, on arrive, on dit, oui, mais alors, est-ce que vous avez vu les autres avantages? Le sachiez-tu? Vous pouvez faire un virement de 500 000 € à l'autre bout de la planète, compensation finale en 15 secondes, ça coûte 3 €. Ah, dites-moi en plus. Et donc en fait, il y a une forme d'intérêt qui arrive par une porte dérobée, mais ensuite, un groupe international qui a 60 filiales dans le monde et qui se prend des commissions de mouvement à chaque fois qu'il fait quoi que ce soit pour un virement international, accessoirement, il fait ça le vendredi, il prend les 2 jours du week-end, 0. Et là, tu lui dis, bah en fait, ça, tu peux le faire en 15 secondes. Et il n'y a pas la banque. Ah, c'est flûte, c'est sacrément intéressant ce que vous me dites, monsieur. Donc, la répercussion, les répercussions potentielles, déjà, c'est cette prise d'indépendance de la part des corporates. 2, c'est les risques. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez des data leaks, potentiellement demain, vous avez des finances leaks. Vous allez perdre de l'argent parce qu'il y a un hacker qui va pénétrer vos systèmes. Ça devient de plus en plus important de sécuriser ces systèmes d'information et de créer des zones tampons, de pas pouvoir accéder, etc. 3, c'est tout l'argent qui sera dans la trésor du corporate. C'est de l'argent qui n'est pas à la banque. Donc ça veut dire que j'ai potentiellement 10-15% de la trésorerie des grosses boîtes françaises qui partent de la banque. Or, et ça, c'est un état de fait aujourd'hui? Non, aujourd'hui on est au tout début du mouvement. Non, okay. À terme, ce serait ça. Là, je fais un peu de fiction sur les 5-10 prochaines années, mais moi je le vois aujourd'hui. J'ai déjà des gens au CAC 40 qui ont de la crypto et en self-custody.
Donc maintenant, à l'heure actuelle, c'est du bac à sable. Voilà, on vérifie que ça fonctionne. Est-ce qu'on peut faire des règles de gestion? Est-ce qu'on peut découper la clé en plusieurs trucs? Est-ce que voilà, on va prendre un provider, un ledger par exemple, pour nous aider sur la technologie? Et là, on voit typiquement que selon l'embranchement qui est pris, je peux dire bah non, j'ai pas envie, je veux prendre un custodian. Ok. Là, l'étude de marché, ça va être les banques. Flûte, elles proposent pas le service, en tout cas. Hop, elles sortent du scope, malheureusement. Ça veut être, est-ce que c'est pas les custodians, les nouveaux acteurs? Il y a plein de PSAN en France, hein, donc ils pourraient proposer ce service, et CoinHouse et autres, ou des acteurs étrangers, ou des plateformes d'échange. Et donc ça, c'est si tu prends la décision initiale de trésorerie, est-ce que je veux conserver mes cryptos par un custodian? Si tu dis, bah non, j'ai pas envie, c'est bizarre, mais le benchmark devient plus du tout le même, parce que là, ton benchmark, c'est pas les entreprises qu'on vient de citer, c'est les fournisseurs de technologie. C'est Ledger Vault, enfin Ledger Entreprise, c'est Fireblocks, c'est Metaco, etc., etc. Donc, cette alternative qu'elle n'avait pas avant, elle est extrêmement importante. Parce que ces fameux 10, 15, peu importe, % d'argent qui sort de la banque, c'est ce que les banques centrales qualifient de risque pour la stabilité financière. Parce que cet argent, il sert à quoi? À faire des ratios prudentiels, à faire des prêts, à financer l'économie. À financer, voilà, théoriquement en tout cas. Mais en tout cas, il sert à la banque. Sa liquidité, c'est son arme de guerre à la banque. Donc si les liquidités s'en vont, la banque, elle perd en puissance. Et donc c'est pour ça qu'il y a un risque sur la stabilité financière, c'est que effectivement, il y a un côté bank run, c'est-à-dire si tout le monde retire son argent de la banque, on crée le problème qu'on voulait éviter. Alors qu'au départ, tu voulais faire du NFT. Enfin, il voulait faire du NFT. Au tout début de l'histoire, on voulait faire un singe sur une... Non, je rigole. Mais oui, il y a un côté ironique comme ça, ouais. Incroyable. Bon, c'est passionnant. C'est passionnant. Je pense qu'on va rebooker un deuxième podcast. Ouais, mais alors plaisir. attends, je rebondis là-dessus. L'idée de la crypto-monnaie, c'est il va me presser jusqu'au bout. Satoshi Nakamoto appelait ça sur son white paper du cash digital. Moi, c'est ce que j'explique dans toutes mes formations. Je leur dis le cash, vous l'avez dans la poche, là, des billets de banque. Vous avez, quand vous perdez votre billet dans le métro, vous appelez pas votre banque pour vous dire il faudrait me remplacer mon billet que j'ai perdu dans le métro. Eh bien, le cash digital, c'est pareil. Vous avez votre crypto-monnaie sur une clé, un wallet qui est dans votre poche. Il est à vous, point barre. Si vous le perdez, vous perdez votre clé privée, vos 12 mots, les fameux 12 mots ou 24 mots pour accéder à sa clé, etc. On pourrait faire un épisode là-dessus d'ailleurs. Et bien tant pis pour vous, vous avez perdu votre argent. Et donc si je vais plus loin dans ton raisonnement, si la grosse boîte du CAC 40 a 15% de sa trésor en crypto-monnaie, elle va la dépenser et ça va lui servir d'argent pour payer un fournisseur par exemple, qui lui fournisseur acceptera aussi la crypto-monnaie, etc. Donc finalement, les banques auront moins besoin de prêter puisque les entreprises s'enverront de la crypto-monnaie entre elles finalement. Ça dépend parce que là on confond le rôle du financement de l'économie et le crédit et le rôle de paiement. Un Visa, un Mastercard, il fait pas spécialement de crédit, mais effectivement ça va potentiellement toucher leur business de voir que les gens passent par de l'USDC plutôt que par Visa. Et d'ailleurs Visa et Mastercard sont extrêmement actifs dans le milieu crypto depuis quelques temps parce que précisément il y a moyen d'optimiser l'industrie du paiement en passant par ce genre de technologie. Mais la banque, dans son rôle d'octroyeur de crédit, là ça pose une question plus systémique, mais supposons que le modèle dominant reste le fiat, bah en fait il n'y a que les banques qui peuvent créer de l'argent, donc en fait elles ne vont pas être des intermédiaires de sitôt. Maintenant supposons que le modèle ne soit plus le fiat et qu'on retourne sur, par exemple c'est un scénario possible, mais qu'on retourne sur de la monnaie marchandise, donc on ne peut pas créer comme on veut, dans ce cas-là on prête l'argent d'autres gens. Et donc effectivement s'il y a moins d'argent dans le bilan, bah, je peux moins prêter parce que j'ai moins d'argent disponible. Donc ça va dépendre aussi je dis toujours c'est toute chose égale par ailleurs, parce qu'en fait c'est tellement macro comme sujet, ça dépend de tellement de facteurs qu'on peut pas non plus faire des conjectures en disant bah voilà ça va se passer comme ça, c'est certain. Voilà, si demain on prend une bombe nucléaire sur la gueule, a priori l'analyse je peux la mettre à la poubelle. Donc il y a plein d'enjeux effectivement, mais qui dépendent de plein de paramètres. Ouais, d'où après les monnaies nationales, monnaie numérique de banque centrale, donc on n'a pas du tout le temps d'aborder. Mais en fait, faux sujet, n'y touchez pas, c'est nul. Voilà, c'est en version très courte. Mais ce serait le plan B des banques qui non, parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Mais parce que technologiquement, ça ne peut pas marcher. La seule façon pour que ça marche, c'est le modèle chinois. Ah oui. Donc, soit on arrive à la conclusion de la Banque du Japon, ce que j'espère très fort, à savoir, bah en fait ça marche déjà bien, donc il n'y a pas besoin de ce truc-là. Soit, et je l'espère beaucoup moins, on en arrive à la conclusion que, en fait, pour faire du cash numérique, il faut que la Banque centrale voit tout ce que vous faites. Oui, connaissent votre vie privée. Ouais. C'est-à-dire que, encore une fois, revenons à la promesse, à la proposition de valeur initiale. Parce que l'euro numérique, monnaie numérique, elle est déjà numérique. Donc c'est pas ça la promesse. La promesse c'est pas je vais faire des virements numériques. On fait déjà des virements numériques. Donc la promesse c'est quoi ? C'est ce qu'a apporté Bitcoin, encore une fois, c'est posséder.
on ne possède pas dans le monde hors Bitcoin, hors maintenant les cryptos à la suite, mais le métier bancaire, je cite tout le temps ce chiffre, dans les années 60, il y a 6 millions de Français, 6 millions de comptes en banque, pardon, pour 45 millions de Français. Dans ces 6 millions, en plus, c'est surtout des riches et qui ont plusieurs comptes. Donc, en gros, le taux de bancarisation, il est très faible. Et que des hommes. Alors, c'est encore un autre débat. Mais en gros, typiquement, par exemple, tout l'argument, malheureusement, qui est un peu mal utilisé, je trouve, par les féministes autour de oui, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir de carnet de chèques. En fait, personne n'avait de carnet de chèques. Oui, la raison pour laquelle on a autorisé les femmes à avoir des carnets de chèques, c'est parce que la question s'est posée avec la bancarisation. C'est d'un seul coup, on a bancarisé tout le monde, donc ah bah oui, flûte, merde, les femmes peuvent pas avoir de carnet de chèques, c'est emmerdant. Alors qu'avant ça, en fait, il y a personne qui avait de compte en banque, donc en fait, le chèque n'est pas un problème. Enfin, on divague sur un autre sujet. À partir du moment où on passe à la finance numérique, l'informatique, etc., on se rend compte qu'on ne peut pas gérer de la rareté dans le monde numérique, parce que c'est que de la copie, c'est que de l'information. Donc, le corollaire de ça, c'est que si vous voulez une finance optimisée, qui fonctionne mieux, l'informatique, alors il faut bancariser. Il n'y a pas d'alternative. Donc on a poussé tous les Français vers la bancarisation. Et aujourd'hui, c'est 99%. Donc en l'espace de 50 ans, on est passé de presque personne à 99%. Ah, c'est venu avec l'informatique, en fait, la bancarisation. Il y a encore 50 ans, il y avait presque personne qui avait de compte en banque. Oui, je comprends. Donc je ne veux pas dire que c'est 100% à cause de ça, parce qu'il y a une tendance évidemment de fond, mais on ne peut pas numériser la gestion de l'argent si on ne bancarise pas. Parce que l'argent numérique, ce n'est pas de l'argent numérique, c'est de la créance, c'est de la tenue de compte, c'est des tableaux Excel dans lesquels on dit Michel doit 100 à Alice. C'est tout ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, ça fonctionne toujours comme ça. Vous avez un compte, et quand vous faites un crédit, quand vous faites un débit, quand vous faites un virement, c'est les banques se mettent d'accord pour dire vous actualisez vos registres, maintenant cette personne possède moins et cette personne possède plus. Donc, une fois qu'on a dit ça, grosse révolution, Bitcoin dit moi j'ai une solution technique pour permettre la conservation. Donc je viens de remettre en cause l'assertion de 1960-1970, à savoir que pour numériser, il faut bancariser. Non, maintenant pour numériser, pas besoin de bancariser. Vous pouvez faire du numérique, vous pouvez faire de la conservation d'actifs rares, ce que vous ne pouviez pas faire avant. Donc là se pose la question, je vous invite d'ailleurs à regarder le graphe de Google Trends autour des MNBC CBDC. Vous mettez CBDC Google Trends, vous verrez que tout le monde s'en fout pendant tout le temps en gros. Et c'est bizarre, dès que Libra sort, ça devient the sujet. CBDC, waouh, c'est vraiment l'alternative, rassurez-vous. Qui veut dire Central Bank Digital Currency. Exactement. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans la réalité, ces CBDC aujourd'hui, je ne sais toujours pas comment elles vont marcher. Je n'ai aucune proposition technique. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, soit on reste sur un modèle de tenue de compte, et on arrive à la conclusion de la Banque du Japon. Ça fonctionne déjà bien. Ouais. Donc le Japon n'ira pas sur une... C'est ce qu'a dit la Banque centrale, en tout cas, je crois que c'était en août. En août, ils ont dit, bon bah voilà, ça fait 3 ans qu'on étudie le truc, en vrai, c'est une usine à gaz, ça sert à rien, le truc fonctionne déjà bien. Donc soit on arrive à cette conclusion-là. C'est ok, on voulait faire des actifs numériques, dans la réalité, la seule façon qu'on a trouvé de faire un actif numérique, c'est de supprimer la Banque centrale et de faire du proof of work. Bon, c'est peut-être pas le modèle retenu par une banque centrale. Donc comme on ne sait pas faire autrement, on va retourner sur de la gestion de compte, formidable, c'est déjà ce qui se passe. Bon bah ça sert à rien, donc on arrête. Soit justement on n'aime pas cette conclusion-là et on veut que ça continue d'un point de vue communication à dire rassurez-vous le Bitcoin n'est pas une monnaie, nous on est gardiens de la vérité, etc. Et dans ce cas-là ils vont forcer un rond dans un carré en disant non ça va rentrer. Et en fait le prix à payer de tout ça, c'est qu'il y aura une banque centrale qui va regarder ce que vous faites. Parce que c'est de la tenue de compte encore une fois. Donc soit c'est les banques qui tiennent les comptes, c'est déjà ce qui se passe aujourd'hui, soit si on veut changer un truc, bah c'est ça, c'est que c'est la banque centrale qui tient les comptes. Donc il y a plusieurs alternatives, soit elle voudra pas les gérer parce que c'est pas son métier, c'est pas ses statuts, elle a autre chose à faire, et dans ce cas-là on va retourner sur les MNBC de gros, c'est-à-dire en gros on va optimiser Swift. Bon super, mais c'est pas disruptif, pourquoi pas, on va peut-être gagner 1 ou 2% d'optimisation, why not, mais c'est pas un sujet stratégique, c'est un sujet de DSI en gros. Dans la réalité des faits, soit en fait la banque centrale elle va dire si il faut empêcher les gens d'aller sur Bitcoin, donc je vais aller au bout de mon idée et c'est moi qui gérerai les comptes. Mais là d'un point de... enfin c'est la Chine. Ouais. Et les gens n'ont pas toujours quand on parlait du père de famille, il est loin d'avoir conscience de tout ça. Oui, je pense. Mais malgré lui, hein, encore une fois, c'est pas accessible comme sujet. Non, mais je parle de la Chine, c'est vrai que c'est troublant pour beaucoup de gens parce qu'on voit bien que la Chine utilise la technologie, voire même la très haute technologie, hein, puisqu'ils utilisent vraiment toute la technologie, eux, tout à fait. Les réseaux sociaux, le téléphone, le mobile, tout pour contrôler les caméras, oui. pour contrôler la population.
Bon, après, quelle liberté on a par rapport à ça? Quelle liberté en tant qu'individu on a par rapport à ça? Ben, c'est qu'un outil, la technologie. Non, mais aujourd'hui, la technologie, effectivement, est une forme de carrefour où elle permet de moins en moins l'émancipation. Parce que, au nom du bien, au nom du contrôle, au nom de l'aversion au risque, nous sommes des sociétés qui sont très, anesthésiées au risque. On est complètement frileux à l'idée de prendre un risque, de perdre des choses. On l'a vu pendant la crise Covid. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, comme on est très averse à ça, en fait, dans l'opinion publique, c'est très bien perçu de dire « je vous protège ». Mais personne ne se rend compte qu'à chaque fois qu'on dit « je vous protège », c'est au détriment d'une liberté. Liberté qui n'a pas à être maximale. L'idée n'est pas de retourner dans la nature et de se taper dessus. Mais l'idée, c'est de dire à chaque fois, c'est la phrase de Charles Péguy que j'ai cité tout à l'heure, mais la tyrannie est toujours mieux organisée que la liberté. Oui, c'est le principe même de la liberté en fait. Donc il faut cette capacité à pouvoir dévier dans la société, mais c'est un entre-deux. Parce qu'une société où il n'y a pas de déviance, c'est pas le paradis. C'est Minority Report. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Si on ne peut pas dévier dans la société, et par déviance, malheureusement, j'entends aussi les crimes. Je rappelle qu'il y a encore quelques années, c'était un crime d'avorter. C'est un crime pour les Noirs de voter aux États-Unis. Donc la notion de crime, elle est très subjective, évidemment, puisqu'elle vient de la définition de la loi, qui en règle générale vient du peuple, donc faire se peut. Mais la capacité à dévier, elle est importante. Mais ce qui est très dur à accepter pour le cerveau, c'est qu'une fois que j'ai dit ça, ça veut dire que quelqu'un de mal intentionné pourrait me faire dire « tu cautionnes les crimes ». Je cautionne pas les crimes, je dis juste une société sans crime, ça n'existe pas. Bon. Si tu as une société sans crime, c'est que tu es contrôlé toute la journée. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Donc soit c'est totalitarisme, soit c'est liberté. Liberté voulant dire qu'il y a des choses pas bien qui vont se passer. Oui, voilà. Si tu cites Charles Péguy, alors moi je vais citer la Boétie. Non mais en fait on y est, on arrive à l'histoire, on y est. Décidez de ne plus servir et vous serez libre. Et vous voilà libre. Tout à fait, et vous voilà libre. Bon bah sur ça. C'est le mot de la fin. Ça y est. Un discours sur la servitude volontaire, très important à lire effectivement. Ouais. On a parlé d'histoire, très déçu. On mettra ce livre-là d'ailleurs dans notre newsletter. Ah oui, on mettra celui de la Boétie. Voilà, exactement. Parce que dans la newsletter, on met une vidéo de notre choix, un podcast concurrent, on est gentil, et un livre. Donc c'est gentil pour le podcast. Oui. Bon, écoute. Benjamin n'a pas l'air d'accord. si, Benjamin est sous le choc. J'ai encore 10 000 questions, mais il faut arrêter là. On te retrouvera peut-être une prochaine fois, j'espère, Alexandre. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Et merci de nous avoir écoutés. Il y a eu des aspects techniques, des aspects politiques, etc. Mais ça concerne ça. À chaque fois, on se dit, mais tu vois, quand on rentre dans la crypto-monnaie ou dans le Web3 en général, ça concerne absolument tous les sujets de la société. C'est incroyable, comme tout est impacté finalement. Donc, juste pour conclure avec quelques messages. Le premier, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je réinsiste dessus pour ceux qui s'intéressent au sujet des cryptos. Dans la réalité, 80% des enjeux intellectuels, géopolitique, souveraineté, finance, etc., c'est pas la crypto, c'est Bitcoin. 80%. Le reste, c'est la capacité à penser une finance ouverte. C'est formidable, je dis pas que ça n'a pas d'intérêt, je suis moi-même très intéressé, sinon j'aurais rien à faire là. Mais attention, savoir si Avalanche va prendre le pas sur Solana, c'est un débat technologique de technophiles, de techniciens, formidable. Éventuellement, si on a une qui prend le pas sur l'autre, très bien, on va pouvoir faire de la finance centralisée, des prêts, des machins, qui sont des discussions très financières, mais il n'y a pas l'impact géopolitique, il n'y a pas tel pays l'a accepté comme monnaie, etc. Donc ça, c'est le premier message, sur le fait que, attention à pas vous perdre dans le côté la crypto, et donc qui est parapluie géant, et donc tout est équivalent. La crypto numéro 365, elle a autant de valeur que la première qui fait 50% du marché, qui est la seule qui est une monnaie dans des pays, etc. etc. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, en termes de juste de recommandations pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, là je fais de la pub personnelle 30 secondes. Un, c'est le manuel de survie que j'avais écrit en janvier. Je le mettrai en lien. Merci, très gentil, merci. Et un lien vers ton livre. On l'a lu ton livre aussi. Qu'on a mis dans notre newsletter d'ailleurs. Merci beaucoup. Parce que j'ai plus rien à dire. Ah si, dis le titre de ton livre. Alors juste pour terminer, ce manuel de survie dans la jungle des poncifs anti-Bitcoin que j'ai écrit au Nouvel An de l'an dernier. Voilà, j'ai que ça à faire. Mais en tout cas, qui est une forme de reprise de l'ensemble des poncifs qu'on peut trouver sur Internet en général pour expliquer, attendez, c'est un peu plus compliqué que ça. Et voilà, donc c'est un peu long comme lecture, mais je pense que c'est intéressant à lire. C'est complet. Évidemment, pour ceux que ça intéresse, les sujets géopolitiques, ce que j'ai dit à Surfing Bitcoin récemment. Et pour ceux qui ont envie d'un cadeau de Noël, effectivement, le livre que j'ai sorti qui a destination, donc qui s'appelle Bitcoin et crypto-monnaie facile, comprendre les enjeux politiques et géopolitiques, économiques, etc. Bon, j'ai plus le sous-titre exact, c'est pas très bon. Les éditions First.
et qui est vraiment à destination des néophytes pour dire voilà, je comprends rien à ces trucs là, ça vaut des centaines de milliards, d'où ça sort, pourquoi ça spécule. Hop, on revient aux fondamentaux. Pourquoi ce truc-là existe? Et c'est le but de ce livre, c'est d'être accessible à des néophytes. Donc j'espère que, en tout cas, il remplit son travail, mais je le recommande pour ceux que ça intéresse. Bon, je vais inventer un truc là tout de suite. En fait, Benjamin et moi, on avait très envie de lire ton livre. Donc moi, j'étais sur Amazon, j'ai commandé le livre. Je l'ai pas dit à Benjamin, et Benjamin est allé sur Fnac.com et il a commandé le livre. Donc on s'est retrouvé avec 2 livres. Donc un qu'on a lu évidemment. Et un qu'on va offrir. Eh ben, un qu'on va offrir. Le premier auditeur qui nous envoie un message, il a gagné le livre d'Alexandre Sanchez-Checo. La première personne qui nous envoie un message reçoit Voilà, il est resté dans l'emballage et de Pierre Balva, coécrit. Exactement. Merci de nous avoir écoutés. Notre site web, c'est toujours nftbusiness.tech, TECH, sur lequel vous pourrez enregistrer votre adresse mail et recevoir notre newsletter et le e-book gratuit sur la finance décentralisée. Et moi, je termine sur le mot de la fin, un mot philosophique qui est que... et ça rejoint tout ce que tu as dit, c'est ce que je dis dans toutes mes formations, je dis, la technologie c'est bien, mais en fait on s'en fout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la société, elle se transforme là, sous nos yeux. Elle est en train de se transformer. Et c'est ça qu'il faut regarder. Et la technologie, après, c'est elle qui vient offrir la solution. Mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. Et j'espère qu'avec ce podcast, ils en apprennent un maximum. Voilà. Grand débat philosophique, la technologie est-elle neutre? Vous avez 4 heures. Tu vas revenir pour un prochain podcast pour débattre de ça. Voilà. Bonne écoute à vous. Merci.